Aramik est un Albanais qui a quitté son pays en 1989 pour se réfugier en France. À cette époque, l'Albanie vivait encore sous l'emprise du communisme. Après 7 années d'absence, il découvre un pays qui s'ouvre à la démocratie. Sur cette terre, Aramik a connu les travaux forcés durant de longues années et une persécution sans fin du régime politique. Son retour est mêlé de joie et d'amertume. Ses parents, arméniens d'origine, avaient fui le génocide commis par les Turcs à l'encontre de leur peuple. Ils s'étaient installés en 1925 dans cette ville de Durrës, tout près de ses plages. Aramik avait vu le jour en 1932, sous le règne du premier roi d'Albanie. Zog Ier avait dominé la vie politique de l'entre-deux-guerres. D'abord Premier ministre, puis président de la République, il finit par se déclarer roi d'Albanie. Commandant en chef des armées, il confère au chef des tribus montagnardes des grades militaires et une pension. Son règne prit fin quand l'Italie fasciste de Mussolini annexa la Petite Albanie. C'était un vendredi saint, le 7 avril 1939. Le ciel s'était assombri, des milliers de soldats débarquèrent après un violent bombardement. Retardée économiquement et peuplée d'1 million d'habitants, l'Albanie de 1939 ne put, en toute logique, opposer de force à cette agression. Son annexion se fit sans grande difficulté. Mais un homme allait prendre le leadership de la résistance contre l'occupation italienne puis allemande. À la Libération, Enver Hoxha devient le chef suprême des armées. L'Albanie va connaître une période dramatique qui va durer près d'un demi-siècle. Dès la prise de pouvoir, plusieurs milliers de personnes sont arrêtées. Des intellectuels, des écrivains, des religieux, des propriétaires terriens et toute personne qui représente une forme de contestation au régime. Leur élimination se fit de la manière la plus expéditive. C'est par cette barbarie que le régime communiste signa son acte de naissance. Les exécutés de ce demi-siècle de tyrannie n'étaient pas rendus à leur famille. Ils étaient sommairement enterrés dans un lieu tenu secret. Le tourment restait permanent, tel était le message du parti. Aujourd'hui encore, des milliers de familles n'ont pas fini de panser leurs plaies. Avec l'avènement de la démocratie, beaucoup de familles tentent, avec plus ou moins de chance, de retrouver les restes d'un des leurs. À Tirana, la capitale, s'est créée l'association des anciens persécutés politiques. Aramik y a retrouvé des personnes qui avaient survécu à plusieurs dizaines d'années de travaux forcés ou de camps d'internement. Vera reste un emblème de la persécution des femmes. Elle fut arrêtée avec sa famille dès le début du régime communiste.
Vera, famiglia. Što dici na tem primeru? Tu jam përpara sahatit. Kush sahati sot? Nana na vdiq, tu I qenë internume. On nous a arrêtés en 1944. Mon père était anticommuniste. Notre maison a été confisquée. J'avais 2 frères et sœurs, j'étais l'aîné et je n'avais que 13 ans. Ma petite sœur n'avait que 6 mois. Je suis passée par des camps d'internement semblables à ceux de l'Allemagne nazie. Ici, il n'y avait pas de four crématoire. Même les morts, on nous obligeait à les changer de tombe plusieurs fois. Et aujourd'hui encore, on n'arrive pas à les identifier. Les femmes faisaient les mêmes travaux que les hommes. La torture était double. D'une part, nous étions obligés de travailler 16 heures par jour. D'autre part, nous étions mal nourris. Ces camps nous ont décimés. C'est par miracle si je suis encore en vie. Ma mère était vieille et malade. On l'a attachée avec du fil électrique à un poteau, et si nous parlions avec elle, sa torture était prolongée. Nous pouvions la voir et nous allions pleurer en cachette dans un coin. J'avais un petit frère et une petite sœur jumeaux, âgés de 3 ans. Ils souffraient de dysenterie. On ne nous laissait pas le temps de nous occuper d'eux. Nous les avons vus maigrir petit à petit, puis mourir. Mon père est mort à 42 ans en 1951. Normalement, lorsque le père d'une famille mourait, la famille était libre, telles étaient les consignes. Mais pour notre famille, cela n'a pas été respecté. Ma mère est morte en 1980. Notre douleur ne peut être racontée. Je n'ai été libérée qu'en 1990. Dans le quartier où il a passé son adolescence, Aramik a retrouvé Osman Kazazi. Celui-ci a survécu miraculeusement à plus de 40 ans de travaux forcés et de prison. Arrêté dès le début du régime, Osman est un autre homme à sa libération. Vous voyez ce jeune homme à droite? C'était mon meilleur ami. Pour éviter la prison, il a préféré se suicider. La sœur d'Osman a enduré près d'un demi-siècle de persécution, son frère ayant été déclaré ennemi du peuple et du parti. Rares furent les personnes qui lui adressèrent la parole en public. Comment as-tu fait pour survivre? Tu es sorti vivant après cette éternité derrière les barreaux, dans les camps de travaux forcés. Ça fait quand même 2 générations. Dis-moi, comment as-tu fait? C'est notre idéal qui nous a permis de résister, notre soif de justice, notre soif d'égalité et notre soif de liberté. Aramik s'est empressé d'apprécier ce qui lui avait toujours manqué dans son pays, ce vent de liberté qui soufflait sur Tirana. Du manège, Aramik a constaté que l'étoile communiste a disparu de la fresque. Le régime voulait être le libérateur de la femme et le créateur de l'homme nouveau. En 1946, Aramik participa à cette liesse populaire. Il n'avait que 14 ans. Il ne pouvait pas se douter de ce qui lui arriverait. En 1947, le régime coupe ses relations avec la Yougoslavie de Tito. Enver Hoxha se tourne vers l'URSS. Le dictateur vient de rencontrer son père spirituel, Joseph Staline.
Les purges et les procès se multiplient. Le tribunal est constitué par une haute cour de justice dont voici la présentation. Général-major Muharrem Kokomani, colonel Sotir Spiro, colonel Beito Isoufi, non-colonel Ilmi Telegrafi, le secrétaire de séance du Sore Murat Delialissi. L'acte d'accusation a été préparé par le procureur général de la République populaire d'Albanie, M. Aramit Cella. Un complot a été préparé par l'Amérique impérialiste, par le fascisme de la monarchie grecque, par la Yougoslavie révisionniste. Ce complot consistait à renverser le gouvernement d'Albanie. Notre police secrète, la Sigurimi, aidée des travailleurs albanais, a fait échec à cette tentative. Après en avoir délibéré, pour toutes ces accusations criminelles, les coupables sont condamnés comme suit. Abdul Resuli, Tahir Demi, Hayrimane, Mevdekje me pushkatim, Sami Murati, Nasho Gergjo, Yunus Purizo me 25 vjet burgim, Adem Osmani me 20 vjet burgim, dhe Aslan Veliu me 15 vjet burgim. Ainsi, on a décidé le jugement populaire pour ces ennemis du peuple et du gouvernement. Aujourd'hui retrouvé et emprisonné à son tour, le procureur général Aramit Cella restera sans réponse lorsqu'on lui demandera s'il était réellement convaincu de la culpabilité des prévenus qu'il avait fait fusiller. En fait, le régime avait besoin de la répression pour fonctionner. Il voulait façonner l'homme nouveau en faisant sans cesse appel à son nationalisme. Le parti extirpait des individus tout ce qui n'était pas compatible avec sa politique. L'idéal féminin institué sera la femme forte et amoureuse du parti. Dans la capitale, Aramik est allé de surprise en surprise. Décidément, les Albanais ont une capacité d'adaptation sans limite. En un temps record, ils se sont mis à côtoyer ce fameux impérialisme américain tant combattu par Enver Hoxha. Pour la 4e année consécutive, les Albanais ont pu suivre en direct l'élection de Miss Albanie. Aramik a réussi à se procurer une invitation à ces élections. Il n'est pourtant pas arrivé à oublier les mères ou les grands-mères de ces jeunes Miss, toutes ces femmes que l'on a sacrifiées sur l'autel du parti unique. C'est un grand événement dans ma vie. C'est la première fois que je participe à une telle manifestation. Autrefois, on m'évitait car j'avais été déclaré ennemi du peuple et du gouvernement. D'abord, je suis très contente que je suis élue Miss Albanie. Puis, je veux profiter de ce titre pour me lancer dans le monde du spectacle. C'est mon rêve, c'est ma rêve.
Puis, j'ai eu des offertes pour devenir journaliste. Mais ce n'est pas le champ qui m'intéresse. C'est le monde du spectacle la plus importante. Et je veux réussir. Aramik est déclaré ennemi du peuple et du gouvernement en 1961, sans qu'il comprenne pourquoi on l'arrête. Les officiers de la Sigurimi, la police politique, le font enfermer pendant 8 longs mois dans une cellule d'isolement. Pendant ce temps, un officier instruit son dossier. Le vrai mobile de son arrestation reste un mystère. Après 8 mois d'isolement, il retrouve d'autres détenus. Il n'est pas le seul à ne pas comprendre. Finalement, il est condamné à 8 ans de prison, mais comme il s'est permis de tenir tête à ses juges, c'est aux travaux forcés qu'on l'envoie. Après 6 longues années de vie de forçat, il est libéré, rempli de rhumatisme et vieillit prématurément. Il n'a pas fini de manger son pain noir. On le condamne pour agitation et propagande contre le gouvernement et le peuple albanais. Sa vie est brisée. Il ne peut postuler à un travail. Toutes les fonctions dans un pays marxiste-léniniste étant contrôlées par l'État. 30 ans après sa libération, Aramik a choisi de retourner sur les lieux où tant d'hommes ont souffert. Cette usine est construite avec le sang et sudeur des prisonniers. Nous avons travaillé ici pendant 2 années ou 3 années comme esclaves. Nous avons mangé dans une grande casserole tous les prisonniers. Nous avons nourri avec une petite soupe. Voici les seuls vêtements que les détenus avaient l'autorisation de porter. Ce sont les chaussures. Cette bouteille servait d'urinoir. Les bouteilles près des oreillers contenaient des réserves d'eau. Dans ces cellules, il n'y avait pas de robinet d'eau. Aramik a eu du mal à quitter son ex-lieu de souffrance. Tant de choses ont refait surface qu'il lui a été impossible d'oublier cette maudite époque. Une époque où il ne faisait pas bon être déclaré ennemi du peuple et du gouvernement. Après sa libération et pendant près de 30 ans, il a dû subir les sarcasmes de la population, une population que le régime avait asservie. Aramik n'a jamais pu fonder de famille. La Sigurimi, police d'État, persécutait les épouses ou les époux de prisonniers politiques. On les obligeait à renier ouvertement leurs conjoints. Les cousins éloignés ou amis d'un prisonnier politique se devaient de reconnaître sa culpabilité ou plutôt son crime. Sinon, ils risquaient le camp d'internement et sa vie de forçat. Du nord au sud du pays, les prisons et les camps d'internement étaient devenus les outils nécessaires à la fabrication de l'homme nouveau. Enver Hoxha avait réussi à pervertir la population en l'entraînant à la délation. Diviser pour mieux régner faisait partie de sa stratégie.
Aujourd'hui, l'ex-ennemi du peuple et du gouvernement peut être reçu au siège même du Parti démocratique, le parti du pouvoir. Maintenant, tu peux dire, tu peux faire des critiques au président de la République et personne ne te dit rien, quoi. Mais si on faisait cela autrefois en Albanie, tu sais, si jamais tu rêvais à penser mal de ex-fameux d'ex-fameux dictateur de Enver Hoxha, tu sais, si jamais tu arrivais à penser, tu as dû savoir que les murs avaient des oreilles, c'est comme ça comme dit-on en albanais, et que ton cousin, il imaginait que tu pensais mal cette nuit-là, que tu avais vu un rêve, disons, un rêve où tu as vu Enver Hoxha mal, et il allait t'espionner, quoi. Et demain, tu te trouvais en prison. C'était une vérité, cela. Et les gens en Albanie ne peuvent pas oublier cela. Ça, c'est exact. Tu te sors de ta maison, mais tu n'es pas sûr que tu peux retourner chez toi. Ça, il est terrible. Il ne veut pas voir les gens dans les rues comme ça aujourd'hui. Il est terrible, les gouvernements communistes. Tu ne peux pas imaginer cette dureté qui était autrefois. Le régime avait fait table rase de la religion en détruisant la plupart des mosquées et des églises. Karl Marx n'avait-il pas affirmé que la religion était l'opium du peuple? Pour le régime, l'esprit des individus devait rester totalement ouvert aux affirmations du parti. Les rares églises et mosquées qui avaient été épargnées furent transformées. Les religieux furent déclarés responsables de l'obscurantisme, antirévolutionnaires, anticommunistes, collaborateurs de l'occupation fasciste. La Sigurimi, la police secrète, se chargea de la propagande comme sur ces images où elle avait caché des preuves irréfutables avant de faire filmer les arrestations. On obligea même les accusés à faire partie de la mise en scène, ces images de propagande permettant par la suite de les désigner comme ennemis du peuple et du gouvernement. Ce genre de reportage était destiné au cinéma, aux entreprises et, plus tard, à la télévision. Fait unique dans l'histoire, en 1967, l'Albanie se déclara pays athée par un vote de la Constitution. Nous étions sûrs que le peuple albanais retrouverait un jour ou l'autre la liberté. Mais nous, personnellement, les prisonniers, nous n'étions pas sûrs de sortir vivants du tunnel. Nous frôlions la mort tous les jours. Nous étions détenus par des mains criminelles qui pouvaient nous étrangler d'un moment à l'autre. Nous avons toujours gardé la foi. Nous avons toujours cru que la liberté reviendrait et que les églises réouvriraient leurs portes. Le monde musulman a lui aussi payé un lourd tribut au régime. À Tirana, Aramik a retrouvé 2 rescapés de la secte des Bektashi, une branche de l'islam. Nous avons attendu 7 jours. Nous avions toujours espoir sur le Dieu. Si l'homme perd son espoir, il a perdu tout. Tu sais, le régime communiste nous a totalement décimés. C'est par miracle si tous les deux nous avons survécu. Désirant prier, Aramik a longuement hésité entre se rendre dans une église ou dans une mosquée. Finalement, il s'est décidé pour une église orthodoxe en mémoire de ses parents, orthodoxes pratiquants.
La première prière d'Aramik a été pour le repos de ses parents. Voilà le tombeau de mon père et de mon mère, qui sont venus en Albanie en 1925 pour échapper à la génocide des Turcs. Jamais ils ne se sont sauvés de la pauvreté. Surtout en temps de communisme, pendant 40 ans, ils ont souffert pour un morceau de pain. Je rencontre mon père et ma mère. Elle m'a touché beaucoup dans mon cœur, qui ont vécu une vie très très dure pendant toute sa vie. Toujours la pauvreté a suivi derrière lui. À la fin des années 70, l'Albanie était devenue le pays le plus fermé de la planète. Le pays avait rompu ses relations avec l'URSS de Khrouchtchev au début des années 60. Nikita Khrouchtchev avait dénoncé les crimes de Staline ainsi que le culte de la personnalité. Il ne pouvait donc s'entendre avec le tyran albanais. Enver Hoxha avait aussi fini par se brouiller avec la Chine qui avait succédé à l'URSS, celle-ci s'étant un peu trop rapprochée des États-Unis, selon son goût. Comme étant en 40 ans de règne un véritable crime contre l'humanité, il désignait dans sa dernière apparition publique son successeur, Ramiz Alia. Le vieux tyran s'éteindra tranquillement dans son lit en avril 1985. En prévision de sa mort, il s'était fait construire un tombeau monumental digne d'un pharaon. Finalement, c'est sur les hauteurs de Tirana qu'il sera enterré. Ici, nous sommes dans le cimetière des martyrs. Derrière moi est le statut de Mère Albanie. À côté, à droite de Mère Albanie, est enterré le dictateur Enver Hoxha. Le corps du dictateur, ce n'est pas là, parce que c'est un homme déteste. Quand on a gagné la démocratie, on veut brûler, comme on brûlait le corps de Staline. Mais sa femme a enlevé un cachet. Elles n'ont pas trouvé les gens son corps. C'est le début des années 90 qui sonna réellement le glas du régime qu'Enver Hoxha avait institué. L'autarcie dans laquelle s'était enfermée l'Albanie l'avait complètement appauvrie et retardée. Les Albanais constatèrent que leur pays n'était pas un petit paradis socialiste comme le faisait croire la propagande, mais un pays complètement déshérité. Shkëputen qindra vet nga populli dhe drejtohen tek monumenti I Enver Hoxhës, përsëri për leshje e pamje të tillë. Dhe në orën 14:05 ata rrëzojnë monumentin. Le début de l'année 92 sera décisif pour l'avenir des Albanais. Le mois de mars approche. Nous essayons de mettre en œuvre les mesures nécessaires à des élections démocratiques. Je pense que pour procéder à des élections dans de bonnes conditions, avec un minimum juridique, il faudra attendre la mi-mars, au moins.
Raft Lilia, Raft Demokratia, Bekuchov, Niste Tremorsi, Raft Shqipria, Lavdi Zotit. Quelques mois après l'avènement de la démocratie, l'euphorie a fait place au scepticisme. Aujourd'hui, en effet, après 4 années de gouvernement démocratique, Aramik a constaté que si le parti a disparu, le dollar a pris sa place. Ceux qui ont su tirer profit de l'économie de marché, c'est-à-dire peu de gens, peuvent se permettre d'acheter ce qu'ils désirent. Tout est disponible, à condition d'en avoir les moyens. Le revenu mensuel moyen d'un Albanais est actuellement de 60 $, soit près de 300 francs. Ce monsieur-ci qui est à côté de moi, il a son retraite, mais la retraite ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi il est obligé pour vendre quelque chose, pour ajouter à sa retraite. L'Albanie d'aujourd'hui sort, je dirais, d'un demi-siècle d'obscurantisme, de renfermement nationaliste et d'isolement. Il suffit d'ailleurs de se promener en Albanie pour se rendre compte à quel point on avait une espèce d'état bunker. Il y a des bunkers, il y a 350 000 bunkers dans les champs en Albanie. C'est un pays qui, en quelque sorte, découvre très brutalement le monde extérieur, qui lui arrive notamment par la télévision, la RAI, la télévision italienne. Et les jeunes Albanais, des enquêtes de l'Office des migrations internationales de Genève l'ont montré, ne rêvent que d'une chose, c'est d'émigrer. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui autour du canal d'Otrante en direction de Bari et de l'Italie du Sud. C'est ce qui se passe également en direction de l'Allemagne, de l'Autriche ou de la Suède, et bien entendu en direction de la Grèce, où des centaines de milliers de travailleurs saisonniers, plus ou moins clandestins, viennent dans ce pays. Aujourd'hui, l'Albanie est incontestablement le pays le plus pauvre d'Europe. Le décalage entre l'Albanie et l'Italie en matière de niveau de vie est de 1 à 20, 1 à 22. Le décalage avec la Grèce, qui est pourtant l'État le plus pauvre de l'Union européenne, est de l'ordre de 1 à 12, 850 $ de revenus moyens d'un côté, plus de 10 000 $ de l'autre. Néanmoins, ce pays connaît aujourd'hui une croissance économique extrêmement forte, fondée sur le développement agricole, l'ouverture commerciale, l'assistance internationale et l'apport des émigrés. On estime que l'assistance internationale se monte à peu près à 420 millions de $ par an et l'apport des émigrés à 400 millions de $. C'est donc un pays, d'une certaine façon, qui est en transformation, mais qui vit pour longtemps sous perfusion, en fonction de ses relations avec l'extérieur. Grâce à l'aide de la communauté européenne, on a eu l'argent pour changer, pour refaire le bâtiment
et pour améliorer les conditions de la vie ici à l'Institut. Ce qu'on a encore besoin, c'est la formation de personnel. Parce que chez nous, il n'existe pas une école pour psychologues, pour les éducateurs spécialisés et pour les autres techniciens, on peut dire, qui travaillent pour les enfants non seulement handicapés, mais pour les enfants qui ont les problèmes psychiques et psychologiques aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin, la formation de personnel. Les élections de mai et juin 1996 ont maintenu au pouvoir le gouvernement du Parti démocratique. Pendant la campagne électorale, Berisha, le président, il a eu deux thèses que j'ai trouvées très intéressantes. D'abord, il a dit que ces élections donnent fin à la transition. L'Albanie, dans 4 ans, ne sera plus en transition. Et ça, c'est intéressant à voir dans les deux sens, c'est-à-dire voir l'engagement des forces démocratiques de l'Albanie pour créer définitivement l'état de droit, d'un côté, et de l'autre côté, voir le processus de la réforme économique définitivement réalisé en Albanie. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Depuis 4 ans, pendant les 4 dernières années, nous avons avancé beaucoup c'est-à-dire évidemment nous avons légalisé la privatisation, c'est-à-dire nous avons voté les lois nécessaires pour rendre l'Albanais propriétaire, parce que l'Albanais était prolétaire, si l'on utilise un terme marxiste. Il n'était pas propriétaire. Donc il est devenu maintenant légalement propriétaire. Mais il n'est pas propriétaire seulement ayant le droit d'être propriétaire, mais il est devenu propriétaire aussi parce qu'il y a eu la privatisation de la terre. N'oubliez pas que 60% de la population albanaise vit toujours à la campagne, donc il y a eu 60% de la population qui est devenue propriétaire de quelque chose. Nous avons privatisé tout ce qui est petites et moyennes entreprises, les restaurants, les ateliers, les petites unités de production. Il nous reste la grande industrie. Il y a 2 types d'industrie en Albanie. Un type d'industrie qui ne vaut rien, c'est les usines sidérurgiques construites par les Russes et les Chinois, qui sont une technologie complètement obsolète, qui sont une technologie complètement hors le temps, et que personne n'est intéressé à cela, ni les Albanais, ni les étrangers. Et ça fait maintenant un grand problème pour l'État, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui travaillent dans ces usines, et que c'est une industrie subventionnée par l'État. Donc, comment l'État va gérer tous ces ouvriers, toute cette pseudo-industrie qui coûte et qui ne donne rien? Et puis, il y a le deuxième type d'industrie qui est les mines, le sous-sol. Évidemment, nous sommes un pays producteur de pétrole, mais le pétrole, comme vous l'imaginez, il n'y a pas de problème. Donc les grandes sociétés de pétrole, les grandes compagnies sont tout de suite venues et le pétrole est déjà parti en concession ou en joint venture. Mais il nous reste les mines du Nord qui sont une richesse extraordinaire pour l'Albanie. L'Albanie est le 2e producteur du monde du chrome. L'Albanie est l'un des grands producteurs du monde du cuivre, mais toutes ces mines se trouvent entre 5 et 50 km de la frontière avec la Yougoslavie. Ce qui fait que malgré les lois qui sont bonnes, malgré l'engagement de la Banque mondiale et des institutions financières internationales pour cette industrie, les capitalistes occidentaux ou étrangers en général ne sont pas venus parce que tout le monde craignait et craint toujours l'arrivée de la guerre à Kosovo. Ce qui empêche l'exploitation des richesses du nord de l'Albanie est le Kosovo, cette région peuplée à plus de 90% d'Albanais. La fédération yougoslave de Tito lui avait délivré le statut de province autonome. C'est pourquoi les Albanais sont aujourd'hui particulièrement sensibles à l'apartheid installé par la Serbie. Dès les années 88-89, les Albanais du Kosovo contestaient le régime serbe qui leur a supprimé le statut de province autonome. Les manifestations et les grèves sont les seules réponses pacifiques face au nationalisme serbe. Pour expliquer les tensions actuelles au Kosovo, il faut remonter au siècle dernier, époque du déclin du Grand Empire ottoman.
Les Turcs ayant dominé la péninsule balkanique pendant près de 5 siècles, on peut comprendre que les Albanais se soient en grande partie convertis à l'islam. La population albanaise vivait essentiellement de la terre et de l'artisanat. Elle n'avait pas de problème de frontières. Retardée par l'occupation ottomane, elle ne représentait qu'une petite nation. Elle sera un des enjeux des intérêts des puissances européennes. Avec le déclin et le retrait des Ottomans de la région, les grandes puissances, dont la France, l'Angleterre, l'Empire austro-hongrois, la Russie, l'Allemagne et l'Italie, décideront du sort des Albanais. Finalement, à la conférence des ambassadeurs de Londres en 1913, c'est la volonté de se faire des alliés balkaniques comme la Serbie ou la Grèce qui décidera des premières frontières de l'Albanie. La moitié de la population sera expatriée. La Grèce réglera le problème en expulsant vers l'Albanie ses ressortissants albanais. Aujourd'hui, ce ne sont donc pas moins de 2 millions d'Albanais qui vivent au Kosovo, subissant la politique de serbisation du régime de Slobodan Milosevic. Avec l'éclatement de la Yougoslavie, les Albanais du Kosovo sont les premiers à voir débarquer les chars serbes. Après l'invasion de cette province en 1988, la Serbie a jeté son dévolu sur la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, la tragédie au Kosovo n'est pas terminée. En mai 1992, bravant la répression serbe, les Albanais du Kosovo ont formé leur propre gouvernement avec, à sa tête, Ibrahim Rugova. Conscient aujourd'hui qu'on fait ces élections dans les conditions de l'occupation, mais il faut continuer cette résistance politique et faire les institutions démocratiques à Kosovo, installer la démocratie. L'Albanie est le seul pays à reconnaître officiellement la souveraineté et l'indépendance de la République du Kosovo. À Tirana, soucieux comme tous les Albanais de ses frères du Nord, Aramik a tenu à rencontrer un représentant officiel de l'ambassade. Nous pensons que le problème du Kosovo est essentiel à la résolution de la crise yougoslave. Ce problème doit être résolu, surtout aujourd'hui, après la paix découlant des accords de Dayton. Les Albanais du Kosovo sont très préoccupés par l'avenir du Kosovo. Nous comprenons parfaitement que la guerre en Bosnie était une priorité pour la communauté internationale et qu'il était urgent d'installer la paix. Mais le problème, c'est que nous constatons que nous sommes délaissés. Actuellement, la situation au Kosovo est très tendue. Elle risque de devenir explosive si rien n'est fait. But something preventive and something should be done, and the international community should be confronted with this problem. La communauté internationale sera confrontée à ce problème parce que le Kosovo pourrait être la prochaine guerre après la Bosnie. Une guerre qui serait d'un autre ordre, car on ne pourrait pas empêcher l'extension du conflit. Si la guerre arrive à Kosovo, s'il y a une catastrophe à Kosovo, il y a immédiatement un élargissement de la catastrophe, parce que les Albanais d'Albanie, les Albanais de Macédoine, les Albanais de Monténégro, il y a une continuité territoriale sur les territoires où vivent les Albanais, ce qui fait qu'ils vont réagir tous ensemble. Il n'y a pas un gouvernement qui peut contrôler la situation. Ça, je vous assure maintenant. Il n'y a pas, la situation deviendrait vraiment hors contrôle. Ce que je pense en tout état de cause, c'est qu'un but de guerre du côté serbe pourrait être
une tentative d'expulsion des populations du Kosovo. Et ceci ne serait absolument pas acceptable. Et à la différence de la Bosnie, et instruit de l'expérience bosniaque, je suis pour ma part convaincu qu'il faudrait qu'il y ait une intervention militaire occidentale pour empêcher la répétition au Kosovo de ce qui s'est passé en Bosnie occidentale ou en Bosnie orientale. Parce que c'est d'emblée un problème international qui intéresse le Monténégro, la Serbie, l'Albanie elle-même, la Macédoine et la Grèce. Donc on a d'emblée les éléments d'une troisième guerre balkanique. Et ceci est évidemment intolérable. Il faut donc aujourd'hui œuvrer dans le sens de concessions substantielles de la part de Belgrade avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire que la ligne pacifiste de M. Rugova soit définitivement marginalisée par des populations excédées du régime socio-économique qui est imposé au Kosovo, c'est-à-dire l'apartheid. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, après la paix des accords de Dayton, la communauté internationale s'occupe du problème du Kosovo. Il est très urgent de trouver une solution au problème du Kosovo. L'entrevue avec le Premier ministre du Kosovo a laissé Aramik songeur. Les agissements nationalistes et expansionnistes du régime serbe risquent de déstabiliser l'Albanie. Je dois dire que l'Albanie d'aujourd'hui traverse une période de transition. Nous devons nous adapter à un système libéral. Je voudrais faire passer un message et dire à tous les Albanais que nous devons travailler pour notre pays et ici même. Nous devons essayer de relever l'Albanie. L'ex-ennemi du peuple et du régime est redevenu un citoyen à part entière. Il a pu voyager et visiter le pays en toute liberté. Son meilleur souvenir est un mariage où il a été convié. Aujourd'hui, les époux peuvent se choisir librement. L'appartenance au régime communiste n'est plus un critère de sélection. Aramik a renoué avec son pays. Il a pu vivre des moments de bonheur, ces moments dont il avait si souvent rêvé. Aujourd'hui, les Albanais aspirent à une démocratie dont les fondements apparaissent peu à peu. Leur souhait le plus cher est d'intégrer l'Union européenne, une Europe à laquelle ils appartiennent.